Donc je vais laisser la parole à Étienne. On va attendre que Jean Mouette soit prêt avec la caméra. Et donc c'est parti. Il faut retirer aussi le cache. Merci. Bon, ben bonsoir, bonne année. Je suis particulièrement heureux de vous parler des rayons cosmiques, parce que c'est un sujet vraiment passionnant. J'espère pouvoir vous en convaincre dans l'heure qui vient. Et c'est un sujet qui est passionnant et qui est également assez méconnu, bizarrement. Les rayons cosmiques sont connus depuis 100 ans. Ils jouent un rôle très important dans la physique. Ils sont à l'origine de la physique des particules. C'est par les rayons cosmiques qu'on a découvert tout le monde subatomique. Et puis ils sont aussi importants pour la vie, puisqu'ils participent au rayonnement responsable des mutations génétiques qui ont induit comme ça l'évolution des espèces, donc c'est quand même quelque chose d'important. Ils sont aussi dangereux parfois, quand on passe trop de temps dans les avions, quand on est hôtesse de l'air ou pilote, ça peut poser des problèmes. Mais ce sont vraiment des particules fascinantes à plus d'un égard, et je vais essayer de vous dresser un peu le panorama des 100 dernières années, puisque ces rayons cosmiques ont été découverts il y a 100 ans. Et j'ai mis un sous-titre là qui est à la conquête de l'extrême. Je voudrais placer cette petite conférence sous le thème, sous le signe de l'aventure, parce que vous verrez que la quête de ces rayons cosmiques ont donné lieu à des aventures assez rocambolesques. Et puis, je vais vous convaincre aussi, je pense, qu'on touche là à la fois à l'infiniment petit, l'infiniment grand, mais aussi l'infiniment énergétique, et puis, je dirais, l'infiniment rare, parce que les particules, les rayons cosmiques, en particulier les rayons cosmiques ultra-énergétiques sur lesquels je vais me concentrer, sont non seulement extrêmement énergétiques, mais extrêmement rares, et si ce qui est rare est précieux, alors je crois qu'on a là affaire aux objets les plus précieux de l'univers, parce qu'il n'y a rien de plus rare que ces particules-là. Alors, rapidement, je vais donc vous parler du rayonnement cosmique dans une petite perspective historique, puis j'introduirai les rayons cosmiques ultra-énergétiques. Je vous donnerai quelques idées générales sur leur origine, à la fois en ce qui concerne l'astrophysique et la physique fondamentale. Et puis, je vous parlerai de l'observatoire Pierre-Auger et du projet ESO, qui verra, on l'espère, le jour à la fin de cette décennie, et qui promettent de belles découvertes dans les années qui viennent. Alors, sur le plan de la perspective historique, c'est une histoire assez longue. Donc, comme je vous l'ai dit, elle a débuté il y a 100 ans. Je vous parlerai donc du contexte scientifique, qui est celui des découvertes qui ont eu lieu à la fin du XIXe siècle et qui ont entraîné une série de révolutions scientifiques qui ont introduit le monde au mystère du monde subatomique. Puis, je vous parlerai de la façon dont le rayonnement cosmique a été découvert. Je vous dirai en particulier comment c'était inévitable qu'on les découvre, mais en même temps, il n'a pas été si simple, une fois qu'on les a eu découverts, de déterminer ce qu'ils étaient. Mais les ayant découverts, on s'en est servi, et les chercheurs se sont vite aperçus que le cosmos, à travers ces rayons cosmiques, avait beaucoup de choses à nous dire. Et bizarrement, il a eu plus de choses à nous dire non pas sur le cosmos lui-même, mais sur la matière, sur le monde terrestre. Et je vous en dirai aussi un mot. Et puis je vous expliquerai comment, vers 1953, il y a eu un petit peu une bifurcation dans le chemin de la physique des particules et des rayons cosmiques, qui a conduit à la séparation des physiciens en deux camps, si on peut dire, ceux qui croyaient au ciel et ceux qui n'y croyaient pas. Puisque certains se sont retournés sous terre dans les accélérateurs de particules et d'autres sont montés toujours plus haut vers les étoiles. Alors, le contexte scientifique de la découverte des rayons cosmiques, c'est donc, comme je vous le disais, celui des découvertes de la fin du XIXe siècle. Je présenterai rapidement le contexte en ce qui concerne la lumière et puis en ce qui concerne la matière. Donc, en ce qui concerne la lumière, à la fin du XIXe siècle, on a tiré les fruits d'une grande percée qui a eu lieu pendant tout le siècle, qui a commencé avec les expériences de Faraday sur l'électromagnétisme, enfin sur l'électricité et le magnétisme. Et puis, James Clerk Maxwell, comme vous le savez, a fait la synthèse de toutes ces expériences et a uni l'électricité et le magnétisme dans la théorie de l'électromagnétisme.
Et il a, comme ça, découvert que la lumière était une onde électromagnétique. Donc on a découvert la nature de la lumière. Et puis, cette théorie prédisait également qu'il y avait des lumières, des rayonnements électromagnétiques non visibles, c'est-à-dire de la lumière non lumineuse, en quelque sorte. Et Hertz, ici, l'a vérifié avec brio. Alors, ça, c'est pour la lumière. En ce qui concerne la matière, à la fin du 19e siècle, on en est à la théorie atomique primitive, c'est-à-dire que le monde, à peu près dans son ensemble, a adopté la théorie atomique de Dalton, qui était un grand lecteur de Démocrite, et qui a donc identifié que la matière se composait d'atomes indivisibles, donc comme son nom l'indique, 92 atomes différents. Avogadro a précisé un peu cette théorie atomique, et puis, comme vous le savez, Mendeleïev a fait une grande unification de toutes ces propriétés atomiques. Donc on en est à peu près là, à la fin du 19e siècle. On connaît très bien la matière maintenant, disons, on croit la connaître, en tout cas on connaît tout ce qui concerne la partie chimie, combinaison des atomes entre eux qui font des molécules, etc. En revanche, on ignore totalement ce qui se passe à l'intérieur de ces atomes. On croit qu'il n'y a rien dans le monde plus petit que l'atome, subatomique, et en particulier on ne connaît ni le noyau, ni les électrons, bien sûr. Alors, c'est dans ce contexte qu'on va découvrir, petit à petit, tout un tas de rayonnements qu'on peut appeler les rayonnements nouveaux. On en trouve à foison, donc à la fin du 19e siècle. Il y a les rayonnements cathodiques, dont je vais dire un mot. La lumière non lumineuse, donc celle le pendant de la lumière visible, mais dans des longueurs d'onde non perceptibles par l'œil, les rayons X en particulier. Tous les rayonnements radioactifs qu'on découvre aussi au même moment, en 3-4 années à la fin du 19e siècle, et puis bien sûr les rayons cosmiques. Alors, je vous dis un mot sur les rayons cathodiques, parce que ce sont eux qui ont vraiment lancé le monde dans l'univers subatomique. Bon, à partir de 1855, on sait faire des pompes à vide assez performantes, et ça permet à Crookes de fabriquer ces tubes, là, qui sont simplement des tubes de verre dans lesquels on a retiré l'air, ou autant qu'on peut, en tout cas. On fait relativement le vide, et puis, vous ne voyez pas très bien ici, mais là, il y a une électrode, et puis il y en a une autre ici. On branche la haute tension là-dessus. Et alors, quand on fait ça, ça crée des particules. Ça éjecte de la cathode ici des particules qui vont se balader comme ça en ligne droite à travers le tube. Et ce sont des rayons ionisants dont on ne sait pas ce que c'est avant 1897. Vous voyez qu'il a fallu 18 ans pour comprendre ce que c'était que ces rayonnements. En l'occurrence, c'est Thomson qui démontre qu'il s'agit d'électrons. Il démontre que ce sont des particules chargées. En particulier, en utilisant des aimants, il montre que ces particules sont déviées. Il met aussi un champ électrique et il voit que la trajectoire rectiligne de ces particules peut être déviée dans les champs magnétiques. Vous savez tous, bien sûr, que ce sont ces tubes-là, ces tubes cathodiques, qui sont à l'origine des téléviseurs et des écrans d'ordinateur, pas celui-ci, mais enfin ceux qui sont plus longs. Alors, ce qui est extraordinaire, et ce que découvre Thomson, c'est que la masse de ces particules, de ces rayons cathodiques, qui sont en fait des électrons, mais on ne le savait pas à l'époque, enfin, c'est lui qui l'a démontré, ce sont des particules, il parvient à mesurer leur charge et leur masse, et il montre qu'elles sont 2000 fois plus petites que le noyau le plus petit connu, qui est le noyau d'hydrogène. Ça veut dire que donc il y a un monde à une échelle beaucoup, 2000 fois plus petite que l'échelle du noyau d'hydrogène. Et donc, c'est vraiment le lancement de la physique subatomique. Donc, je vous laisse méditer 2 minutes sur le fait que ce petit objet, très simple à réaliser, en réalité, on fait un tube en verre, on fait le vide dedans, a donné naissance à toute la physique subatomique. Et peut-être ce serait plus extraordinaire encore si on pouvait se convaincre que les Égyptiens possédaient de tels tubes. Vous avez ici un hiéroglyphe, on voit ces tubes, je ne sais pas ce que c'est, mais vous avouerez que c'est troublant. On peut imaginer ici un câble haute tension qui vient alimenter la cathode. Est-ce que ces serpents qui jaillissent symbolisent les rayons qui jaillissaient d'ici? Je ne sais pas. Est-ce que l'ondulation rappelle la découverte de l'ondulation des électrons qui ont permis de les identifier? Je ne sais pas, mais ça vaut le coup de regarder ça 2 minutes. Voilà, alors, à chaque fois qu'on découvre un nouveau rayonnement,
en cette fin de 19e siècle, on se demande, est-ce que c'est de la lumière? Est-ce que c'est de la matière? Et en particulier, donc, pour les rayons cathodiques, ça a été déterminé, c'est de la matière. Pour les rayons X, découverts 2 ans avant par Röntgen, la nature de ces rayons reste incertaine jusqu'à 1912. Vous voyez que ça prend beaucoup de temps à déterminer ce que c'est, parce qu'on ne peut pas vraiment... C'est vraiment le monde subatomique, c'est très difficile d'aller chercher, surtout à ce tournant du siècle, où on a très peu d'instruments à notre disposition. Finalement, vous le savez, ça c'est de la lumière, ce sont des rayonnements électromagnétiques. Et puis on découvre aussi tous ces rayonnements, radioactivité de l'uranium d'abord en 1996, puis toutes les autres radioactivités jusqu'à 1900. Et d'ailleurs, on comprend qu'il n'y a en fait pas une seule radioactivité, mais il y a 3 types différents. Et puis, par exemple, pour la radioactivité alpha, ça prendra 10 ans aussi à Rutherford de comprendre qu'il s'agit de noyaux d'hélium. Le bêta, ce sont des électrons ou des positons, ça c'est plus facile. Et puis les gamma, ça c'est de la lumière. Donc le contexte, c'est qu'on commence à comprendre ce qu'est la lumière, on a compris ce qu'est la lumière et ce qu'est la matière à l'échelle atomique, et maintenant on commence à comprendre qu'il y a des choses à plus petite échelle, des choses plus énergétiques, et on se demande ce que c'est. Et à chaque fois qu'on découvre un nouveau rayonnement, on se dit est-ce que c'est de la lumière ou est-ce que c'est de la matière? Alors, un des outils utilisés vers 1900 pour mesurer, pour détecter ces nouveaux rayonnements, c'est l'électroscope. Vous connaissez peut-être déjà ça. Ce sont simplement là 2 bras métalliques, donc conducteurs. Si vous chargez, vous frottez un bâton dans de la peau de chat, là ça fait de l'électricité statique, il y a des charges, des électrons dessus, vous touchez cet endroit-là, les charges, comme ces conducteurs, se mettent partout, et quand il y a des charges, des électrons, donc des charges moins ici et là, ça se repousse, et donc vous avez les pales qui s'ouvrent comme ça. Et puis, si vous déchargez, si vous retirez les charges, évidemment, on repasse d'ici à là. Les bras, là, ici, de l'électroscope se resserrent. Alors, ce qu'on a constaté en 1900, c'est qu'en fait, une fois qu'on a chargé un électroscope, si on le laisse tranquille sur un coin de table pendant assez longtemps, il finit par se décharger tout seul, même s'il est dans une enceinte de verre et qu'il n'y a rien qui vient de l'extérieur. Alors, l'interprétation de ça, ça a été bien vite compris, c'est qu'il y a un rayonnement qui vient d'ailleurs, qui traverse là, et qui ionise l'air contenu autour là, de l'électroscope, des bras de l'électroscope, et quand ça ionise, donc ça crée des charges, et les charges vont se recombiner avec les électrons qu'on a posés sur les bras, et donc ça se décharge tout seul. Donc on a découvert, effectivement, cette décharge spontanée des électroscopes vers 1900, et on se demande bien sûr ce que c'est. Alors, en 1901, Wilson, qui a inventé la chambre à Wilson, dont on parlera un peu plus tard, remarque que cette décharge est en fait identique, c'est-à-dire elle se produit à la même vitesse, donc le rayonnement est le même, qu'on soit sous un tunnel ou simplement sur Terre, enfin à la surface. Alors Rutherford, lui, il donne une interprétation qui est seulement partiellement juste de ça. Il montre qu'en fait, c'est la radioactivité naturelle qui est contenue dans les roches. Il y a par exemple un peu d'uranium, un peu de radium dans les roches, comme ça, à l'état de trace, et cet uranium se désintègre, et puis ça va ioniser l'air autour, et donc petit à petit, les électroscopes vont se décharger. Et puis, on en reste là, parce que d'abord, quand Rutherford a parlé, on n'a pas envie d'en dire plus. On en reste là pendant une dizaine d'années, et puis il y a un jésuite, Theodor Wolff, qui est le meilleur fabricant d'électroscopes de la planète. Tous les physiciens qui travaillent dans le monde achètent ces électroscopes. Et lui, il a l'idée, ou par hasard, je ne sais pas, d'aller travailler au sommet de la Tour Eiffel. Alors, au sommet de la Tour Eiffel, voilà ce qu'il constate. D'abord, il travaille en bas et il remarque que la vitesse de déchargement des électroscopes, qui est donc liée à une certaine concentration d'ions produite par ce rayonnement absolument inconnu, ça correspond à peu près à 6 ions par centimètre cube d'air, voilà, au niveau du sol. Et puis il fait son expérience en haut de la Tour Eiffel, et il remarque que là-haut, il n'y en a plus que 3,5 ions par centimètre cube. Vous me direz, c'est normal, Rutherford a dit que c'était la radioactivité naturelle. Là, il y a des roches partout qui émettent un rayonnement. Si on est plus haut, il y en a moins, tout va bien. Oui, mais quand on regarde les choses plus précisément, on s'aperçoit que tous les rayonnements connus jusqu'à présent
sont quand même freinés dans l'air ou dans la matière, finissent par s'arrêter. Et les plus pénétrants des rayonnements qu'on connaisse perdent la moitié de leur flux, si vous voulez, la moitié d'entre eux s'arrêtent au bout de 80 mètres dans l'air. Or, là, on est à 300 mètres au-dessus du sol. Ça veut dire que le flux aurait dû être divisé non pas par 2, à peu près, mais par 15, si ces rayonnements étaient les rayonnements qu'on connaît de la radioactivité au sol. Voilà, donc on attendait en fait en haut de la tour Eiffel 0,4 ions par centimètre cube et on en trouve 3,5. Alors la question c'est quel est ce rayonnement? Alors on peut se dire qu'il y a peut-être une radioactivité qu'on ne connaissait pas encore, qui est simplement plus pénétrante que toutes les autres qu'on connaît. On peut aussi commencer à se dire que peut-être il y a quelque chose qui vient d'en haut. Et à cette époque-là, la plupart des physiciens qui se penchent sur la question réalisent bien que la seule façon de trancher, c'est vraiment d'aller voir plus haut. Simplement, aller plus haut en 1910, c'est pas facile. C'est là qu'il faut de l'aventure et où il faut être téméraire ou peut-être aimer encore plus la connaissance que les autres. Et le plus fort à ce jeu-là, c'était Victor Hess, qui se lance à l'assaut du ciel dans un ballon à air chaud. Alors il faut se représenter ce que c'était à l'époque. Hein. Il est dans un ballon comme ça, en petite liquette, vous voyez, mais il va monter assez haut. Il emmène des électroscopes pour voir à quelle vitesse ils vont se décharger, et il va mesurer le taux de décharge de ces électroscopes à différentes altitudes. Alors il démarre, ça se passe le 7 août 1912, il démarre à 6h12 de Haussig, là, qui est en Bohême. Enfin à l'époque c'est la Bohême. Décidément, voilà. À 10h45, il atteint l'altitude maximale, 5000 mètres. J'imagine qu'il devait avoir un peu plus froid que ce qui montre ici. Et puis, voilà, il atterrit ici, à Piesko, à 12h15. C'est un vol de 6 heures. Il a dû faire froid quand même. Et puis, il n'a pas chômé. Il a mesuré donc le taux de déchargement des électroscopes en fonction de l'altitude. Alors, comme vous le voyez, quand il a commencé à s'élever, comme ce qu'on avait vu sur la tour Eiffel, alors ça c'est l'intensité du rayonnement. Hein. Plus on va par là, plus c'est intense. Et puis donc, quand on monte en altitude, d'abord le rayonnement, l'intensité décroît, et puis passer une certaine altitude, ici 1 km, vous voyez que l'intensité du rayonnement se met à diverger. Donc plus on va haut, plus il y a de rayonnement. La conclusion s'impose, il n'y a absolument aucun doute, le rayonnement ne vient pas du sol, mais du haut. Voilà. Ça, c'est ses propres mots, ce Victor Hess. Le résultat de ces observations semble être expliqué de la façon la plus simple en supposant qu'un rayonnement extrêmement pénétrant entre dans notre atmosphère par au-dessus. Parce que non seulement ce rayonnement vient du dessus, mais en plus il doit être extrêmement pénétrant, bien plus pénétrant que tous les rayonnements qu'on connaît sur Terre, parce que sinon il devrait s'atténuer encore plus vite qu'il ne le fait en tombant vers le sol. Voilà. Alors, ok, on a découvert le rayonnement cosmique, on ne l'appelle pas encore rayonnement cosmique, c'est Millikan qui va donner ce nom-là en 1925. Et puis, mais on ne sait pas quoi en faire, on se pose la question, comme pour tous les autres rayonnements, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est de la matière, de la lumière, un truc encore inconnu? Bon. Ça prend, pendant 17 ans, il ne se passe pas grand-chose. C'est Robert Millikan qui a eu le prix Nobel, lui, en 1923, mais pour tout à fait autre chose, puisqu'il a mesuré la constante de Planck. Il domine un peu le débat, et puis lui, il pense qu'en fait, il s'agit de rayons gamma, d'énergie beaucoup plus grande, donc plus pénétrants que ceux qu'on connaît dans la radioactivité. Seulement, il se trompe, ce n'est pas des rayons gamma. En 1929, ces deux personnes-là travaillent avec des détecteurs GGR, des compteurs GGR. Enfin, on dit GGR en français, je continue à dire GGR, c'est plus drôle que Geiger. Et donc, ils montrent que, en fait, ces rayonnements sont chargés. Et donc, ce ne sont pas des rayons gamma, puisqu'ils sont chargés. C'est de la matière, ce sont des particules. Il y a aussi Skobeltsyn, en Russie, qui travaille avec des chambres à bulles et qui trouve également que les trajectoires sont déviées dans les champs magnétiques, les trajectoires de ces rayons cosmiques, et donc ce ne sont pas des rayons gamma comme le croyait Robert Millikan. Mais Robert Millikan reste sceptique, il refuse ses conclusions, et évidemment, quand un prix Nobel refuse, il n'y a pas grand-chose à faire, à part aller chercher un autre prix Nobel. Alors, l'autre prix Nobel en question, c'était Compton, hein,
qui avait eu aussi le prix Nobel 2-3 ans avant, donc il l'avait déjà en poche, il pouvait rivaliser. Alors l'idée, c'est d'aller, pour prouver que ces particules sont chargées, on peut s'en assurer, si ces particules sont chargées, elles vont interagir avec le champ magnétique de la Terre. Et on s'attend dès lors que, de même qu'on ne voit des aurores boréales, c'est pour ça que je vous ai mis cette belle photo, que près des pôles, parce que les particules sont guidées le long des champs magnétiques vers les pôles, de même les rayons cosmiques doivent faire pareil, et on s'attend à trouver plus de rayons cosmiques aux pôles que sur l'équateur. C'est un effet de latitude qui avait d'ailleurs déjà été observé en 1928, mais Clay n'est pas prix Nobel. Et puis il l'a fait qu'à un endroit, c'est jamais très concluant, c'est pas facile ces expériences. Alors en 1930, Compton, lui il est prix Nobel, c'est facile, il peut réunir ses troupes et il va envoyer des expéditions. En réalité, il va envoyer 60 chercheurs aux 4 coins du monde. Ils vont mesurer le taux de, la vitesse de déchargement des électroscopes. Il va mesurer le taux d'ionisation, l'intensité du rayonnement sur tous les coins de la planète. Et la conclusion est absolument sans appel. Il y a vraiment un effet de latitude. Il y a beaucoup moins d'ionisation sur l'équateur magnétique que sur les pôles. Les rayons cosmiques sont bien des particules chargées. Et même Millikan se résout à cette conclusion. Alors, avant de poursuivre, je vous parle très rapidement de cet instrument qui est la chambre à bulles, à brouillard, qui a été inventé par Wilson. Il va obtenir lui aussi le prix Nobel pour ça, d'ailleurs. L'histoire des rayons cosmiques est truffée de prix Nobel. Il y a des prix Nobel partout. Tous les gens dont je parle, quasiment, ils sont prix Nobel. Alors, comment on fait? En fait, l'idée, c'est d'avoir un gaz qui est presque sur le point de devenir un liquide. C'est-à-dire, quand on refroidit un gaz, il finit par se condenser. Et quand il se condense, il forme d'abord des petites gouttelettes. Donc là, l'idée, c'est de mettre du gaz là-dedans, dans cette bonbonne, et puis on tire avec un piston d'un seul coup, ça refroidit, ça fait une détente, comme dans un frigo, ça refroidit l'air, et du coup, l'air est quasiment sur le point de se liquéfier. Et la seule chose qui manque pour le liquéfier, c'est un petit germe, quelque chose qui provoque ces petites bulles, et ce germe-là, ça va être des ions, sur lesquels vont commencer à s'agglutiner les gouttelettes. Donc quand une particule énergétique passe et ionise l'air qui est sur le point de se liquéfier, eh bien il se liquéfie, mais il se liquéfie que là où il y a les ions, donc que sur la trace des particules. Et ainsi, après, il suffit de prendre une photo et on voit les particules passer. Vous voyez, ça, c'est les petites gouttelettes qui se sont formées, avant qu'après tout devienne liquide, parce qu'une fois que c'est parti, c'est parti. Mais si on prend la photo tout de suite, on voit la trace des particules, on voit exactement leur trajectoire. Alors avec ça, on découvre des milliers de choses. C'est là que les rayons cosmiques commencent à nous parler, parce que maintenant on sait entendre leur langage, puisqu'on sait les photographier, on sait voir leur trace à travers cette chambre à bulles. Vous avez ici, en fait, la découverte, l'image qui a permis de découvrir le positon. Alors le positon, vous le savez tous, c'est l'anti-électron, c'est l'antimatière correspondante à l'électron. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire dans l'histoire de la physique, parce qu'en 1930, Paul Dirac avait prédit que l'antimatière devait exister pour des questions purement théoriques. Et 2 ans après, donc, Anderson, qui obtient bien sûr le prix Nobel pour ça, Dirac aussi a eu le prix Nobel, eh bien, il découvre par hasard, en fait, cette trace où on voit que ici, une particule donc, qui est chargée, puisqu'elle est déviée, puis ici, là, c'était une barre de plomb, elle est ralentie, et après, elle continue à être déviée, parce qu'il y a un champ magnétique, donc une charge dans un champ magnétique, vous savez que ça tourne. Mais vous voyez que le rayon de courbure ici est plus grand qu'ici. La raison de cela, c'est que la particule a été ralentie ici, et donc ça devient plus facile à la courber après ralentissement. Donc, en comparant le rayon de gyration ici et là, on peut en déduire la quantité d'énergie perdue ici dans la plaque de plomb, et on en déduit donc la masse de la particule. Alors on découvre que cette particule est chargée positivement, parce qu'elle tourne à gauche, négativement elle aurait tourné à droite, donc on sait qu'elle est chargée positivement, et en plus on connaît sa masse, et sa masse c'est pas du tout celle du proton, mais c'est celle de l'électron. On a donc découvert ici une particule qui a exactement la masse de l'électron, mais la charge opposée, c'est l'antimatière prédite par Paul Dirac. Voilà. Alors ensuite, Blackett et Occhialini, la même année d'ailleurs, inventent la chambre à bulles à déclenchement intelligent.
Alors, l'idée, c'est très simple, c'est que plutôt que de faire la décharge, la détente du gaz, et puis de prendre la photo, puis on espère que pendant qu'on l'a fait, il y a un truc qui est passé, là, l'idée, c'est qu'on va mettre des détecteurs, des petits compteurs Geiger qui vont déclencher la détente du gaz. C'est-à-dire qu'on ne va prendre la photo que quand on sait déjà qu'il y a un truc qui est en train de passer. C'est-à-dire qu'au lieu, avant, on prenait des photos comme ça, là, de chambre à bulles. Il y en avait une sur 100 où il y avait un événement dedans. Là, maintenant, c'est toutes. Il y a toujours quelque chose d'intéressant. Alors, ça économise beaucoup, beaucoup de temps et beaucoup, beaucoup de papier photographique. C'est quand même pas donné. Voilà. Blackett, bien sûr, a eu le prix Nobel pour cette découverte et ce qu'il en a fait après. Vous avez ici... Alors, voilà ce qu'on découvre. Je suis obligé d'aller un peu vite parce que j'ai peur de prendre trop de temps, là, mais... Ce qu'on découvre maintenant avec ces photographies où tout devient intéressant, puisqu'on ne prend des photographies que quand c'est intéressant, ce qu'on découvre, c'est qu'il y a tout un tas de réactions en chaîne qui se produisent. On découvre ce qu'on peut appeler des douches de particules, où une particule rentre ici, puis elle donne naissance à plusieurs particules. Donc, ce qu'on a démontré ici, c'est qu'on est capable de créer de la matière à partir de l'énergie. On crée des paires, et puis aussi ces paires, après, elles peuvent s'annihiler en se recombinant, en faisant des électrons, je pense que des photons, pardon, je pense que vous connaissez tout ça, mais ça a été démontré sur ce genre de cliché. Alors, je remontrerai cette image là, un peu plus tard. Ce qui est important de voir, c'est qu'on a donc conversion de l'énergie sur une particule qui en fait des milliers, hein, et c'est ce genre de choses qu'on va observer après et qu'on cherche aujourd'hui à observer à une échelle incomparablement plus grande pour détecter des rayons cosmiques d'énergie réellement colossale. Alors, donc les découvertes n'arrêtent plus pendant toute cette première moitié du XXe siècle. Qu'est-ce que j'ai ici Bon, on a découvert le mésotron. Ah oui, alors, je vous en dis deux mots. Voilà, on a découvert donc une particule qui avait un rayon de courbure intermédiaire entre l'électron et le proton. Ça voulait dire qu'elle a une masse intermédiaire entre celle de l'électron et du proton. Donc on découvre qu'il n'y a pas que des protons et électrons qui sont constituants des atomes, mais il y a de la matière qui n'est pas du tout connue ici, et d'ailleurs c'est une matière instable. En fait, il s'agit du muon. Et on a pensé pendant un moment qu'il allait s'agir des pions dont l'existence était prédite par Yukawa pour des raisons purement théoriques. En fait, ce n'était pas ça. Cette particule qui a été découverte est en tout point semblable à l'électron, mais simplement 200 fois plus massive. Et ça, c'est une surprise. C'est comme si la matière, la nature bégayait, comme disent certains, c'est-à-dire qu'on a l'électron, et puis on a un autre électron, c'est exactement pareil, il est juste plus lourd. Et d'ailleurs, il y a même encore une autre série de matières, qui est le tau. C'est exactement pareil, on se demande à quoi ça sert, il est juste un peu plus lourd. Voilà, alors, donc là, on n'a pas découvert le pion, mais on a découvert le muon. On n'arrête pas de découvrir des particules. Mais le pion est quand même découvert bien longtemps après, 11 ans après. Alors, je vous explique en deux mots comment on fait une découverte fondamentale en physique. Vous prenez un théoricien génial, japonais de préférence, ça peut aider. Vous prenez un expérimentateur génial, américain, des fois ça aide. Vous attendez le temps qu'il faut, et vous découvrez que le physicien génial avait raison, et vous avez le droit d'aller boire le saké pour fêter ça. Et puis au passage, bien sûr, un prix Nobel en 1949 pour le théoricien, un prix Nobel en 1950 pour l'expérimentateur. Voilà comment ça se passe, la physique des particules dans la première moitié du XXe siècle. Donc pour résumer, vous avez compris qu'une science nouvelle est née, donc la physique des particules. Elle est née à partir de l'étude du rayonnement cosmique. C'est vraiment le cosmos qui nous a révélé les secrets de la matière. La liste des particules découvertes est longue, j'ai juste mis ici les principales, donc le positron on a parlé, le muon, les pions prédits 11 ans avant par Yukawa, et puis viennent les kaons, les lambda, les xi, les sigma. Toutes ces particules sont des particules qu'on appelle étranges parce qu'elles ont des comportements très bizarres, elles ont une durée de vie beaucoup plus longue que ce qu'on attend compte tenu de leur mode d'interaction. Et en fait, on sait maintenant que c'est parce qu'elles contiennent un quark qu'on a appelé le quark étrange, qui est un quark particulier, et qui leur donne ces comportements un peu spéciaux. Voilà, tout cela grâce aux rayons cosmiques. Mais je vous fais remarquer qu'on ne sait toujours pas ce que sont les rayons cosmiques. Les rayons cosmiques nous ont dit énormément de choses sur la matière, mais rien sur le cosmos, paradoxalement.
Et la raison à cela, c'est qu'en fait, on ne les voit pas dire. Les rayons cosmiques qu'on voit, ce sont toujours des particules secondaires. Parce que les rayons cosmiques qui viennent du cosmos, comme leur nom l'indique, pénètrent dans l'atmosphère, et là, ils interagissent avec les molécules de l'air et ils se transforment en autre chose. C'est-à-dire que le rayonnement que tous ces gens ont détecté, ce n'est pas les rayons cosmiques directement, ce n'est pas les rayons cosmiques primaires qui se baladent dans la galaxie en tous sens, ce sont les produits de l'interaction de ces primaires avec l'atmosphère. Et donc, c'est très difficile de savoir que sont les rayons cosmiques primaires. La seule façon, c'est vraiment d'aller voir en haut, de s'élever au-dessus de l'atmosphère pour voir les primaires et non pas les produits de leurs interactions. Alors, c'est là où je vous avais parlé de cette croisée des chemins. On avait donc l'étude du rayonnement cosmique pendant 50 ans, et puis en 1953, il se passe quelque chose, c'est qu'on découvre qu'il y a des gens qui étaient intéressés par les rayons cosmiques en tant qu'objet astrophysique, parce que c'est fascinant de se demander d'où viennent ces particules, comment elles sont accélérées dans l'univers, et ceux-là se sont mis à faire de l'astrophysique. Et puis il y a ceux qui étaient intéressés par les rayons cosmiques, je dirais, de façon utilitariste, simplement pour faire de la physique des particules. C'était les seules particules énergétiques dont on disposait à l'époque pour découvrir des réactions, le monde subatomique, etc. Mais à partir de 1953, on a été capable de faire des accélérateurs de particules sur Terre, des cyclotrons, etc., qui permettaient d'accélérer les particules. Il n'y avait plus besoin d'aller se servir à la source du cosmos, on pouvait les fabriquer nous-mêmes, les particules, sur Terre. Alors ceux qui se fichaient pas mal du cosmos, en fait, mais qui s'intéressaient juste à la matière, eh bien, se sont mis à aller faire de la physique dans les accélérateurs et ont détourné leurs yeux du ciel. Cette bifurcation est très bien évoquée en France par deux grands savants, Pierre Auger, qui lui a continué à faire de l'astrophysique, qui ont travaillé ensemble sur les rayons cosmiques. Mais à partir de cette date, le prince Ringuet, lui, est parti faire de la physique au CERN, tandis que Pierre Auger a continué à travailler sur le rayonnement cosmique. Voilà, alors, donc une fois qu'on a disposé de la technologie des ballons stratosphériques et qu'on a même, après, dans les années 60, pu disposer de satellites, dès qu'on a mis un satellite sur orbite, immédiatement, les gens ont monté dans ces satellites des détecteurs de rayons cosmiques pour découvrir de ce dont il s'agissait. Alors, soit dit en passant, des rayons cosmiques, je ne vous l'ai pas dit encore, il y en a à peu près 4 par centimètre carré et par seconde. Donc, on est traversé en permanence. Mais comme c'est quand même des protons, c'est des particules microscopiques, ça fait quand même que 1 kg par an qui tombe sur la Terre. Vous voyez que c'est très faible, c'est bien plus faible que les 40 000 tonnes par an qui tombent sous forme de météorites. Alors, qu'est-ce que c'est que ces particules, donc? Eh bien, à 99%, il s'agit de noyaux, et puis 1% d'électrons. C'est donc pas neutre, mais enfin, c'est pas bien grave. Alors, je vous expliquerai sur la prochaine diapo pourquoi il y a si peu d'électrons. Et parmi ces noyaux, c'est des noyaux tout à fait standards. Il y a 89% d'hydrogène, 10% d'hélium, puis le reste sont des noyaux lourds. Ce n'est pas très intéressant en soi, parce qu'en fait, ces noyaux, cette composition-là, c'est ce qu'on trouve partout dans le milieu interstellaire. Et donc, la raison de ça, c'est que ces particules sont des particules qui sont accélérées par des mécanismes qui restent à définir, mais à partir du gaz interstellaire. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire dans cette composition. C'est juste... Il y a des particules dans le gaz, dans la galaxie, et puis on pense par des ondes de choc, par exemple une onde de choc produite par une explosion de supernova peut accélérer les particules. Mais cette onde de choc balaye le milieu interstellaire, elle accélère les particules qu'il y a là, et donc c'est elle qu'on retrouve dans le rayonnement cosmique. Il n'y a rien de très fantastique à cela. Alors, il y a bien sûr des petites exceptions qui sont très intéressantes pour les physiciens, mais ce n'est pas la peine de rentrer dans ces détails ici. Alors, pourquoi y a-t-il si peu d'électrons? Alors ça, c'est important de comprendre parce que ça va nous servir après pour les rayons cosmiques ultra-énergétiques. Alors la réponse, une façon simple de la donner, c'est de dire qu'ils perdent très rapidement de leur énergie par rayonnement synchrotron. Qu'est-ce que le rayonnement synchrotron? Vous savez que dans l'univers, il y a des champs magnétiques, pas très importants, mais enfin il y en a quand même, et une charge qui se balade près d'un champ magnétique, elle se met à tourner autour. Ça, on le sait depuis toujours, hein. C'est-à-dire depuis le 19e siècle. Quand les particules tournent comme ça autour des lignes de champ, eh bien, elles sont évidemment accélérées, sinon elles iraient tout droit, donc elles sont courbées, et tout le long de leur trajectoire, quand une particule est accélérée, on le sait aussi depuis toujours, c'est-à-dire depuis le 19e siècle, que ça émet de la lumière, et ce rayonnement, qu'on appelle rayonnement synchrotron, est un rayonnement qui est détectable et détecté, c'est-à-dire qu'on voit partout dans la galaxie
on voit les électrons qui sont en train de tourner autour du champ magnétique, ils font de la lumière et on l'observe. Donc c'est comme ça qu'on sait que ces rayons cosmiques, ce n'est pas juste là autour de nous, mais ils sont partout dans la galaxie, hein, donc c'est important. Mais surtout, en rayonnant cette énergie, c'est-à-dire en émettant des photons, ben évidemment, ils perdent de l'énergie eux-mêmes, ces électrons, parce que l'énergie se conserve. Si vous émettez de l'énergie, il faut en perdre. Alors, puisqu'ils perdent de l'énergie, ils ne peuvent pas se propager très longtemps dans l'univers. Alors voilà ce qui se passe. C'est le concept de sphère source que je voudrais introduire ici. On a la Terre quelque part ici dans notre galaxie, et voyons comment se propagent les protons, donc du rayonnement cosmique. Voilà. Alors, on a un proton, il vient, il se balade, alors il n'arrête pas de faire des détours, parce qu'il y a du champ magnétique dans tous les sens dans la galaxie, puis il finit par arriver sur Terre, c'est un rayon cosmique. En voilà un autre, d'aussi loin que parte le proton, il peut toujours arriver, parce que lui, il perd très peu d'énergie. Il n'y a pas de rayonnement synchrotron. Enfin, beaucoup moins, 2000 fois moins pour un proton que pour un électron. Pour un électron, par contre, c'est différent. Comme il perd de l'énergie de la façon dont je vous ai indiqué à l'instant, ben, ce qui se passe, c'est que s'il ne part pas très loin de la Terre, il peut encore arriver. Hein, mais s'il part de loin, il va perdre son énergie avant d'arriver. C'est-à-dire qu'il sera toujours là, il ne va pas être détruit, l'électron. Simplement, il ne sera plus énergétique et on ne va pas le détecter en tant que rayon cosmique. Même s'il venait tout droit, s'il part de trop loin, il ne peut pas arriver jusqu'à nous. Moralité, toutes les sources d'électrons qu'on peut voir, nous, sur Terre, sont dans une sphère qui est à peu près qui a pour rayon la distance parcourue par un électron avant d'avoir perdu toute son énergie. Ça veut dire que les sources effectives d'électrons sont moins nombreuses, elles sont limitées à cette sphère, que les sources des protons qui elles, peuvent être partout, parce que les protons peuvent venir de partout. Et donc, c'est pour ça qu'il y a moins d'électrons que de protons, parce qu'on voit en fait un volume de l'espace qui est beaucoup plus petit. Alors, cette sphère, d'où peuvent provenir les électrons, c'est ce qu'on appelle la sphère source des électrons. Et je vous demande juste de retenir un petit peu ce principe-là, parce qu'on va y revenir un peu plus tard. Alors, il est temps maintenant de passer aux rayons cosmiques ultra-énergétiques, qui tombent en pluie sur nous, comme vous le voyez, depuis le cosmos, et qu'on détecte sous la forme de gerbes atmosphériques. Je vais vous dire tout de suite de quoi il s'agit. Alors, vous vous rappelez de ces cascades-là qu'on voyait entre 1933 et 1937, quand on a commencé à disposer de cette technologie, je vous rappelle qu'elle date de 1932, eh bien, on a commencé à voir des cascades comme ça de particules, des réactions en chaîne. Et il y a toute une théorie qui a été développée, on a commencé à bien comprendre comment de une particule très énergétique en haut, on pouvait récupérer de nombreuses particules moins énergétiques en bas, et on a compris la façon dont cette énergie est convertie sous différentes formes, sous forme de particules, antiparticules, puis à nouveau des photons, etc. Donc on a bien compris le développement de ces gerbes. Alors, en 1937-38, Pierre Auger, notre héros justement, puisque c'est lui qu'on cherche à honorer en donnant le nom d'Observatoire Pierre Auger à ce fabuleux observatoire dont je vous parlerai un peu plus tard, eh bien lui, il est à la montagne. C'est assez courant à l'époque, parce que les rayons cosmiques, donc à cette époque-là, on n'a pas encore les satellites, donc on cherche à aller le plus près de la source, le plus près du ciel, et donc on monte en montagne. Vous avez dans le monde entier des physiciens qui se retrouvent dans les Andes à faire des mesures, partout où il y a des montagnes, il y a des physiciens. Alors là, c'est un laboratoire qui est au Jungfraujoch, qui veut dire, je crois, le col de la jeune fille, qui est en Suisse, à 3500 mètres, et on y fait de la physique. Vous voyez les belles installations. Pierre Auger est là-bas. Vous voyez, quand on se retourne, on a une super vue sur le glacier, c'est vraiment extraordinaire. Il y a quand même des physiciens qui ont de la chance. Vous voyez, c'est beau, non? Bon. Alors donc, il est là, mais quand même, il travaille. Il travaille avec des détecteurs de rayons cosmiques qui sont, grosso modo, des compteurs GG. Quand il y a un rayon cosmique qui passe dedans, ça fait bip, vous voyez? Bip, bip. Et évidemment, on ne voit pas le rayon cosmique arriver, on voit juste le bip. Hein. Et alors, c'est là que ça commence à être très fort. Pierre Auger travaille avec plusieurs détecteurs. Il en a un là, puis il en a un à l'autre bout. Et puis il remarque que, bon, de temps en temps, il y a un qui passe dans un détecteur, puis dans l'autre. Et puis des fois, il voit qu'il y a des rayons cosmiques qui passent dans les deux détecteurs en même temps.
Alors là, ça commence à l'intriguer sérieusement, on est en 1938. Et alors, il fait l'expérience de façon très très propre, avec des circuits électriques pour vérifier que ça passe bien exactement au même moment, etc. Je vous passe les détails. Et il s'aperçoit que même avec des détecteurs espacés de 2 mètres, il a comme ça des coïncidences de détection. Bip, bip, voilà. Et puis, alors, il a l'idée de travailler avec un détecteur. Il place un détecteur au-dessus du premier, de façon à s'assurer qu'il va déclencher son appareil de mesure que quand ça fait bip, bip, si vous voulez. Comme ça, on est sûr que le rayon cosmique vient d'en haut. On n'est pas pollué par la radioactivité naturelle, etc. Donc, c'est assez astucieux. Voilà, puis il voit des bip, bip, bip dans tous les... Et puis, il en met un à côté, et puis c'est pareil, bip, voilà. Il travaille même des fois avec une plaque de plomb qui permet d'arrêter certains, qui évidemment ralentit les rayons cosmiques, et comme ça, il peut estimer l'énergie des rayons cosmiques, parce que des fois, il voit quand même des bip bip par... Oups, pardon. Oups, non, c'est raté, il n'y a pas de bip bip, mais enfin, il voit que ça fait bip encore, même sous la plaque, c'est-à-dire qu'il en déduit que ces particules sont vraiment très énergétiques, d'accord ? Et il peut estimer leur énergie. Alors, il travaille comme ça jusqu'à 5 mètres, 10 mètres d'espacement entre les détecteurs, toujours des bips en coïncidence. Alors là, c'est vraiment extraordinaire. Et il comprend qu'en réalité, la seule explication pour laquelle les bips se produisent en même temps, c'est qu'en fait, il s'agit d'un seul et même événement qu'il interprète très correctement comme étant dû à une gerbe de particules, un peu comme ce que je vous ai montré. Donc il y a une particule qui arrive très énergétique et qui interagit avec l'atmosphère au-dessus des détecteurs. On rappelle bien sûr ce qui se passait dans le détecteur, mais là, ce n'est pas dans le détecteur, c'est au-dessus du détecteur. Mais c'est exactement la même chose qui se passe. Simplement, c'est des énergies bien plus importantes parce qu'il faut que la gerbe couvre jusqu'à 10 mètres. Voyez ? Et en fait, même, il fait des expériences, il appelle ça une gerbe atmosphérique, et il fait des expériences en réalité jusqu'à 50 mètres, c'est-à-dire d'ici à loin. Et il voit encore des gerbes comme ça déclenche au même moment, c'est absolument extraordinaire. Et alors, c'est quand même, Pierre Auger, il fait bien du ski, mais c'est aussi un très bon physicien. Et alors, il va estimer, il va arriver, donc avec sa chape de plomb qui met de différentes épaisseurs, à estimer l'énergie des particules. Puis, en mettant 2 détecteurs comme ça, il va estimer le nombre de particules qu'il y a par centimètre carré. Il va voir que là, il y en a... Vous voyez, il va voir la densité des particules au sol. Et donc, il va pouvoir en déduire l'énergie totale des particules dans l'ensemble de la gerbe. Évidemment, l'énergie se conserve. Si vous faites la somme de toute l'énergie de toutes les particules que vous détectez sur votre rayon de 50 mètres, vous voyez, il a même déduit, voilà, ça couvrait des surfaces de 1000 mètres carrés. Là, si vous faites la somme de toute l'énergie de toutes ces particules qui arrivent en même temps au sol, eh bien, vous tombez sur l'énergie initiale de la première particule. Et là, il tombe sur quelque chose d'absolument extraordinaire. Il est fasciné et il y a de quoi. Ce qu'il découvre, c'est que l'énergie des particules qui donne lieu à ces gerbes atmosphériques est supérieure de l'ordre de 10 puissance 15 électronvolts. Alors, l'électronvolt, ça ne vous parle peut-être pas beaucoup, mais c'est l'énergie standard. C'est l'énergie qu'a un électron quand vous l'accélérez, quand vous le faites aller sur une différence de potentiel de 1 volt. C'est-à-dire c'est l'énergie à peu près normale pour un électron qui se respecte. Eh bien là, c'est 10 puissance 15 fois plus, c'est-à-dire 10 puissance 15, ça fait quand même 1 million de milliards. Hein. Donc ce sont des énergies absolument folles. Jamais les physiciens avaient imaginé qu'on pourrait avoir des choses pareilles. Ça correspond, pour ceux qui connaissent un petit peu la relativité restreinte, à un facteur de Lorentz de 10 puissance 6, donc d'1 million. Le facteur de Lorentz, c'est ce qui montre... Vous savez que la physique classique est mise en défaut quand on s'approche très très près de la vitesse de la lumière, c'est ce qu'Einstein a montré, et ce facteur-là mesure en quelque sorte l'écart entre la physique normale qu'on connaît tous, classique, et puis la physique relativiste d'Einstein. Eh bien, ce facteur, donc, il vaut 1 quand c'est dans les conditions standards. Eh bien là, il vaut 1 million. Et ça veut dire, pour ceux qui savent que quand on va à la vitesse de la lumière, ou près de la vitesse de la lumière, le temps se dilate et les longueurs raccourcissent, eh bien, 1 seconde pour ces particules-là, tellement elles sont énergétiques, ça dure 3 semaines de notre temps à nous. D'accord ? Et 1 kilomètre pour elles, 1 kilomètre ici, d'ici à la porte d'Orléans, c'est réduit à 1 mm de son espace à elle. C'est des choses absolument extraordinaires. Aucun physicien ne pouvait imaginer qu'il y avait des choses comme ça. Eh bien, Pierre Auger a démontré que ça existait grâce à ces gerbes atmosphériques.
Mais alors, on peut se demander jusqu'où ça peut aller. Parce qu'il a vu des coïncidences sur 2 mètres, 5 mètres, 10 mètres, 50 mètres, et pourquoi pas plus. Alors, comment savoir jusqu'où ça va en énergie, ces particules? Je suis sûr que vous avez déjà compris, il suffit d'éloigner, d'espacer encore plus les détecteurs, puis de voir s'il y a toujours des coïncidences. Seulement, ce n'est pas si simple, parce que plus on monte en énergie, donc plus on voit des coïncidences sur des distances grandes, et moins il y a de particules. C'est quand même, ces particules sont folles, mais c'est assez difficile à les produire, et il y en a très peu, c'est assez compréhensible. Et Pierre-Roger remarque que pour observer des coïncidences sur 5 mètres, il faut attendre en moyenne 40 minutes quand même. Ce n'est pas si simple, on a le temps d'aller faire du ski entre-temps. Et alors, sur 20 mètres, déjà, il faut attendre 1 heure et quart en moyenne. Alors, on pourrait se dire, mais allons jusqu'au kilomètre, pourquoi pas? Mais simplement, il faudra attendre des années, donc on ne peut pas. Eh bien, si, on peut, et on l'a fait. On a vu des coïncidences sur des distances comme ça, mais je vais donc vous expliquer comment on a fait. Avant ça, je veux vous montrer ce diagramme qui vous expliquera, j'espère, le problème de flux. C'est-à-dire que vous avez ici l'intensité des rayons cosmiques en fonction de leur énergie. D'abord, ça c'est tout à fait extraordinaire. Vous avez ici un phénomène physique, les rayons cosmiques, qui s'étendent en énergie sur 12 ordres de grandeur. Pour ceux qui connaissent mieux la musique que la physique, ça correspond à un changement de fréquence sur 40 octaves. Et c'est comme si ça correspond à passer de la taille d'un cheveu à 100 000 km. Donc c'est un phénomène qui s'étend sur 12 ordres de grandeur, sur une gamme d'énergie absolument colossale. Rien en physique ne couvre un domaine aussi vaste. Et en termes de flux, donc ici vous voyez qu'il y a beaucoup plus de particules qui ont une faible énergie, et plus vous allez haut en énergie, moins il y a de particules, ce qui n'est pas vraiment surprenant. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que ce spectre est quasiment parfaitement continu. Donc c'est un phénomène qui est très cohérent sur tous ces ordres de grandeur. S'il y a 32 ordres de grandeur ici en flux, ça correspond à 106 octaves. Donc c'est un phénomène qui est cohérent sur 106 octaves. Ça correspond au passage de la taille d'un cheveu à 10 milliards d'années-lumière, c'est-à-dire 10 milliards d'années-lumière, si vous étiez parti à la naissance de l'univers, à la vitesse de la lumière, vous auriez parcouru cette distance-là. Donc c'est vraiment un phénomène qui s'étend sur une gamme inimaginable d'ordre de grandeur et qui reste parfaitement cohérent, quasiment égal à lui-même sur tout ce vaste domaine. Il y a juste un petit infléchissement ici qu'on appelle le genou, parce que c'est plié comme ça. Puis là, un infléchissement dans l'autre sens qu'on appelle la cheville, parce que c'est plié dans l'autre sens. Alors, voilà les flux. À ces énergies-là, 10 puissance 10, c'est-à-dire 10 milliards d'électronvolts, vous avez à peu près une particule par mètre carré et par seconde qui arrive sur Terre. Ici, à cette énergie-là, vous avez une particule par mètre carré et par an qui arrive sur Terre. Déjà, ça fait beaucoup moins. Et ici, à ces énergies extrêmes, qui sont justement celles qui vont nous intéresser, les rayons cosmiques ultra-énergétiques, vous avez une particule par kilomètre carré et par siècle qui arrive. C'est-à-dire que si vous avez un détecteur qui ne fait pas 50 mètres, mais qui fait 1 km carré, c'est-à-dire d'ici à la porte d'Orléans et jusqu'à la porte d'Italie, et la place d'Italie et la porte d'Italie, peut-être un peu moins, mais voilà, si vous avez un détecteur qui est grand comme ça, eh bien, avant de voir passer une de ces particules, il faut attendre 100 ans. Voilà. Eh bien, figurez-vous qu'on en a vu quand même. Alors, comment on a fait? Je vais vous l'expliquer dans un instant, mais de toute façon, vous avez bien compris que si on veut en voir rapidement, il faut un détecteur monstrueusement grand. C'est ce qu'on a fait, bien sûr. Alors, c'est pour ça qu'après-guerre, il y a des gens qui se sont mis à tirer des câbles comme ça dans les déserts. Vous avez ici Zatsepin, le russe, qui est ils ont monté un détecteur énorme dans un désert près d'Yakoutsk, en Sibérie. Voilà, ce qu'on fait, c'est la chose suivante, c'est qu'on met un réseau de détecteurs. Donc en l'occurrence, là, c'était sur 12 km², 58 détecteurs, comme ça, il se passait de 450 mètres. D'accord ? Et puis, on attend qu'il y ait une particule qui tombe et qui produise une gerbe énorme. Alors, quand je dis gerbe énorme, c'est gerbe énorme, parce que là, maintenant, on veut détecter des gerbes qui sont capables de toucher plusieurs détecteurs en même temps. Quand vous voyez qu'ils sont séparés par 450 mètres, vous imaginez la taille de la gerbe, c'est quelque chose de réellement monstrueux. Eh bien,
Oui, alors, l'avantage, c'est que vous n'êtes pas obligé de couvrir toute cette surface avec des détecteurs, puisque justement, la gerbe couvre elle-même un vaste domaine, puisque dans cette cascade, elle s'élargit. Il suffit de mettre des détecteurs un petit peu partout, et puis vous verrez bien s'il y a des coïncidences. Ce n'est pas la peine de remplir les 12 km² de détecteurs, ça, ce serait carrément impossible. Il ne faut pas rêver. Mais donc, on peut profiter de cette extension pour avoir un détecteur granulaire, enfin comme ça, avec des petits bouts partout, et détecter des particules. Alors, vous en avez à Sydney aussi, ils ont fait un truc comme ça. Ça, c'est au Nouveau-Mexique, dans la ferme de Volcano Ranch. Vous avez ici John Lisley qui chasse les serpents, là, qui est dans la paille au-dessus des détecteurs. Je vous avais dit que c'était l'aventure des rayons cosmiques. Eh bien, de ce tas de foin est sorti en 1962 un rayon cosmique d'une énergie absolument colossale. Je vous ai parlé tout à l'heure du rayon cosmique de Pierre Auger à 10 puissance 15. Ici, c'est 10 puissance 20 électronvolts, c'est-à-dire 100 000 fois plus élevé que ce que Pierre Auger avait vu. Et déjà, il n'en croyait pas ses oreilles. Mais là, vraiment, le monde est abasourdi. 10 puissance 20 électronvolts, ça paraît totalement impossible. Alors, effectivement, c'est invraisemblable, parce que 10 puissance 20 électronvolts, ça correspond à plusieurs joules. C'est-à-dire que c'est une énergie macroscopique. Le joule, c'est la mesure d'une énergie. Si je me laisse tomber un caillou sur le pied, voilà, l'énergie, c'est l'ordre du joule. Eh bien, ça, ce sont des particules, des protons, des trucs microscopiques qui acquièrent une énergie macroscopique comme ça. C'est absolument hallucinant. C'est l'énergie d'une balle de tennis à 100 km/h, vous voyez, pour vous dire. Mais ça, c'est une particule. Le facteur de Lorentz, qui mesure donc l'écart à la relativité, à la physique classique non relativiste, est de 10 puissance 11 dans ce cas-là. Ça correspond à une contraction du temps, à une dilatation du temps d'une seconde sur 3500 années. C'est proprement fou. Et la contraction des longueurs fait que la distance Terre-Soleil est ramenée à 1,50 m pour ces particules-là. Alors, c'est fou, voilà. C'est fou, mais pire que fou, c'est impossible. C'est-à-dire que, alors on l'a quand même vu, mais ce qui est amusant, c'est que les physiciens ont prédit que ces choses-là ne devaient jamais arriver. C'est-à-dire que ça viole des lois physiques très bien comprises depuis très longtemps, et je vais vous expliquer pourquoi. Voilà pourquoi on s'intéresse à ces particules. Non seulement c'est extraordinaire, mais en plus, on sent qu'il y a derrière de quoi faire basculer la physique vers des choses vraiment nouvelles. Alors, la raison pour laquelle c'est impossible tient à cette découverte qui a eu lieu en 1965, que vous connaissez tous. Il y a un rayonnement fossile, ça fait encore 2 prix Nobel de plus. Vous savez donc que l'univers est parcouru par un rayonnement qui vient de l'épisode chaud et dense de l'univers, dans la théorie du Big Bang. Donc un rayonnement qu'on appelle maintenant fond cosmologique. L'univers est rempli partout où vous allez, dans le vide intergalactique le plus vide, vous avez 400 photons, comme ça, très froids, hein, donc très grande longueur d'onde, 400 photons par centimètre cube. Ces photons sont inoffensifs, ils sont ultra froids, ils ont des longueurs d'onde énormes, ils ne feraient pas de mal à une mouche. À moins que la mouche se jette sur le photon. D'accord ? Parce que si on va très vite sur le photon qui, lui, n'est pas très énergétique, par rapport à nous, le photon, il a l'air d'arriver à une vitesse colossale, bien évidemment. Et voilà ce qui se passe. Vous avez un noyau ultra énergétique comme ça, comme ceux à 10 puissance 20, etc., qui se baladent, 10 puissance 20 électronvolts qui se baladent dans l'univers. Ils avancent, mais comme partout il y a des photons, manifestement, un jour ou l'autre, ils vont rencontrer des photons. Il y en a 400 par centimètre cube, je vous rappelle. Alors quand ils en rencontrent un, ils explosent parce que l'énergie du photon dans le référentiel du proton, elle est bien au-delà de l'énergie qu'il faut pour le faire éclater en morceaux. Pour des protons, il ne peut pas éclater en morceaux parce qu'il est tout seul, mais il peut créer des particules. On avait vu dans ces gerbes qu'un photon, l'énergie peut se transformer en matière. Eh bien, c'est ce qui se passe. Un proton qui interagit avec ces photons du rayonnement de fond va créer des paires de particules antiparticules, électronpositons, pi+, pi-, etc. Peu importe. Ça a un seuil, bien sûr. Il faut quand même que dans le référentiel du proton, l'énergie du photon soit assez grande pour créer les particules. Ça coûte de l'énergie quand même, ça coûte l'énergie de masse, mc2. D'accord ? Eh bien, donc,
il y a un seuil au-delà duquel les particules vont commencer à perdre toute leur énergie, et ce seuil, il se trouve à peu près à 10 puissance 20 électronvolts, justement. 5, 6, 10 puissance 19 électronvolts. Ça dépend un peu de l'énergie du photon, parce que tous les photons n'ont pas la même énergie quand même dans l'univers. Voilà, alors, ces gens-là ont donc... Alors, je dis ces gens-là, mais je n'ai pas encore dit qui. Alors, GZK, voilà, la prédiction en question, c'est la prédiction de la coupure GZK. G pour Grayson, Z pour Zatsepin, celui qui avait les câbles autour de cou dans le désert de Sibérie, et Kouzmin, un autre russe. Ces gens-là, dès qu'on a découvert ce rayonnement fossile, ils ont réalisé très très vite ce dont je viens de vous parler, que les rayons cosmiques ultra-énergétiques, dont on en avait vu un en 1962, ils allaient fatalement interagir avec ce rayonnement et ils allaient perdre leur énergie, ils ne pourraient pas aller bien loin. Donc, en fait, ce qu'on peut montrer, c'est qu'à 10 puissance 20 électronvolts, les rayons cosmiques ne peuvent pas parcourir plus que 100 mégaparsecs, c'est-à-dire 300 millions d'années-lumière. Ce qui est, ça vous paraît peut-être beaucoup, mais c'est très peu à l'échelle de l'univers. C'est-à-dire que si on voit une particule de cette énergie-là, on sait qu'elle ne vient pas de plus loin que 100 mégaparsecs, 300 millions d'années-lumière. Et puis, si jamais un jour on voyait une particule de 3 à 10 puissance 20 électronvolts, on saurait à coup sûr, ou quasi sûr, à moins qu'elle ait eu beaucoup de chance de passer entre les gouttes, c'est-à-dire entre les photons qui sont là quand même un peu partout, eh bien, elle vient d'une distance plus faible que 15 mégaparsecs. La conséquence est exactement ce qui se passait avec les électrons et les protons, que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est qu'on attend un très très petit nombre de ces particules. En pratique, voilà ce qui se passe. Vous avez toujours la Terre, quelque part dans l'univers. Si vous regardez comment se propagent les rayons cosmiques à 10 puissance 19 électronvolts, à 10 puissance 19, ils sont sous le seuil d'interaction avec le rayonnement fossile. Donc ils peuvent aller aussi loin qu'ils veulent, et donc d'aussi loin qu'ils partent, ils vont arriver sur Terre. Alors, vous remarquez que là, il se propage en ligne droite maintenant. Tout à l'heure, il faisait des tours et des détours, parce qu'à ces énergies-là, même un champ magnétique assez important, jamais il arrivera à le courber, parce que c'est des énergies tellement folles que quasiment les particules, on est sûr qu'elles vont pratiquement en ligne droite, d'accord, à légèrement dévier, mais pas beaucoup. Donc ça, c'est pour les rayons cosmiques à 10 puissance 19 électronvolts, qui peuvent venir de n'importe où, puisqu'ils ne perdent pas d'énergie, ils sont sous les seuils, mais par exemple à 3, 10, 20, eh bien, la distance qu'ils peuvent parcourir dans l'univers est limitée, donc s'ils partent de trop loin, ils n'arriveront jamais sur Terre. C'est le même principe que tout à l'heure. Et par conséquent, les sources, on sait qu'elles sont situées à l'intérieur d'une petite sphère proche de la Terre, et ce qui veut dire que les sources qui contribuent à ces énergies absolument extrêmes, ultra-énergétiques, ces énergies qu'on appelle donc super GZK, de même qu'une particule qui va plus vite que le son, on appelle supersonique, ou plus vite que la lumière, superluminique, voilà, celles qui sont au-dessus de la coupure GZK, Grayson, Zatsepin, Kouzmin, là c'est monsieur qui ont découvert ce phénomène, on les appelle des particules super GZK. Eh bien, les particules super GZK ne peuvent venir que de tout près, alors que les autres peuvent venir de beaucoup plus loin. Donc on attend un décrochement dans le flux des particules. Ce décrochement, je vous le montre ici très rapidement. Ça, jusqu'au seuil de production ça, c'est pour... on envoie des particules depuis 60 mégaparsecs, c'est-à-dire 180 années-lumière, puis on regarde, on les envoie à toutes les énergies, puis on regarde ce qu'on récupère. Ça, c'est l'énergie, puis ça, c'est le flux, ce qu'on récupère. Et vous voyez qu'au-dessus de 10 puissance 20 électronvolts, les particules qui sont parties d'ici, elles ont perdu leur énergie, et elles sont tombées là. Et ce qui se passe, c'est que voilà, la particule est partie de loin avec une grande énergie. En interagissant, elle a perdu de l'énergie, elle est tombée en dessous des seuils d'interaction, ce qui fait qu'après, elle ne perd plus d'énergie et elle peut continuer puisqu'elle ne perd plus d'énergie. Donc on la voit quand même, la particule, finalement. Mais on ne la voit pas, l'énergie où elle est partie. On la voit une énergie plus basse. C'est pour ça que toutes les particules qui sont parties d'au-dessus, elles s'accumulent ici et on doit avoir quelque chose comme ça dans le spectre. Ça, c'est la prédiction et c'est pour ça qu'il est impossible de voir des particules ici. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'il était impossible de voir à 10 puissance 20, donc ce n'était pas tout à fait vrai, parce qu'à 10 puissance 20, au contraire, on en attend encore. Par contre, si un jour on en voyait au-delà de 10 puissance 20, alors là, ce serait vraiment pas possible. Eh bien, on en a vu. Ah, alors, comment on a fait donc, quand on a découvert celui à 10 puissance 20, là, en 62, dans la ferme de Volcano Ranch, les gens se sont dit, bon, maintenant, il ne faut plus rigoler, et il faut vraiment savoir ce qu'il en est, jusqu'où ça va, parce qu'il y a trop de physique importante là-dedans. Si jamais on peut montrer que la coupure GZK est violée, en quelque sorte, que
cette prédiction n'a pas lieu, ça veut dire qu'il y a des choses très très simples sur la physique qu'on ne comprend pas. Alors, donc, on a lancé toute une série d'expéditions encore à travers le monde pour détecter ces particules. Et au passage, donc, il y a la technique du réseau de détecteurs dont je vous ai parlé, puis les gens ont commencé à travailler sur une autre technique qui est la technique de fluorescence. Parce que donc, ces rayons cosmiques, vous le savez maintenant, c'est comme ça qu'on les a découverts, ils ionisent l'air, et quand l'air est ionisé, après, il rayonne par fluorescence. Là, je ressors ma belle photo d'aurore boréale. Vous imaginez qu'une gerbe, il faut imaginer qu'une gerbe créée par une particule de 10 puissance 20 électronvolts, ça produit dans la cascade, comme ça, 100 milliards de particules qui traversent comme ça à la vitesse de la lumière l'atmosphère. Alors évidemment, ça ionise beaucoup d'atomes d'azote et d'oxygène qui sont dans l'atmosphère. Et ces atomes, après, ces ions vont se recombiner et puis ils vont émettre de la lumière. C'est exactement ce qu'on voit là. Simplement, évidemment, là, c'est créé par des foules de particules qui arrivent du Soleil. Nous, on a affaire à un seul événement, donc il y aura beaucoup moins de particules. Mais compte tenu de la taille colossale de ces gerbes, on peut espérer, par nuit très noire, si on n'est pas pollué par d'autres rayonnements, on peut espérer détecter le rayonnement UV associé donc à cette gerbe, simplement en regardant le ciel, là où la gerbe est passée. Alors, voilà ce que ça donne. Ça, c'est une expérience dans l'Utah, un petit peu plus bas que Salt Lake City. On appelle ça des yeux de mouche, les expériences qui regardent la fluorescence, parce que c'est comme les yeux de mouche, vous savez, il y a des petites facettes, puis ça regarde dans toutes les directions en même temps. Alors là, c'est pareil, vous avez ici des petits cylindres. Si on zoome, vous voyez que les cylindres, en fait, il y a un miroir au milieu qui renvoie la lumière ici sur un plan de détecteur. Donc, alors, ils sont orientés dans toutes les directions, ce qui fait qu'ils vont regarder partout dans le ciel. Et quand une gerbe va passer, ils vont pouvoir suivre. C'est-à-dire que d'abord, c'est ce cylindre-là qui va voir là, puis l'autre qui va le voir là. Et donc, on va voir la gerbe comme ça se développer. Et on va pouvoir en déduire ses propriétés et remonter à l'énergie de la particule. Voilà comment fonctionnent ces détecteurs de fluorescence, ces yeux de mouche, comme ici, donc vous voyez en Utah. Voilà, alors, c'est justement ici, c'est un détecteur qui s'appelle le Fly's Eye, œil de mouche, que le 15 octobre 1991, on a vu un événement, le plus haut événement jamais détecté sur Terre, à 3,2 10 puissance 20 électronvolts, c'est-à-dire exactement là où je vous ai dit que c'était vraiment pas possible qu'on en trouve et que si on en trouvait là ça allait chauffer pour la physique. C'est très au-dessus de la coupure GZK. Alors là, vraiment, il n'y a plus rien à faire. On est face à un vrai mystère. Et alors, si avec un événement comme ça, on dirait oh, ils se sont trompés. Ils se sont peut-être trompés après tout. Mais on en a vu d'autres. Alors pas beaucoup, bien sûr. Hein, je vous ai dit qu'il y en avait un par siècle et par kilomètre carré. Donc on a beau couvrir un vaste volume avec ces détecteurs. On n'en a pas vu beaucoup. En réalité, on en a vu en tout et pour tout une dizaine au-dessus de 10 puissance 20 électronvolts. Vous avez ici les données, donc ça c'est le flux en fonction de l'énergie, le flux des rayons cosmiques. Donc à basse énergie, bon, ça ne nous inquiète même plus là. Mais à haute énergie, ici au-dessus de la coupure théorique prédite, ici la courbe noire, on a vu quelques événements. Il y en a donc 1 à 3 10 puissance 20, on a vu un au Japon à 2 10 puissance 20, et puis quelques-uns à 1,2, 1,5 10 puissance 20. Je vous dis une dizaine ici qui posent problème parce qu'ils sont très clairement au-dessus de la prédiction théorique. Voilà. Alors, OK, il y a quelque chose de fondamental qui se passe, et il faut comprendre, vous comprenez que ça nous intéresse de savoir qu'est-ce que c'est. Et il n'y a pas 36 solutions, il faut partir à la pêche à ces rayons cosmiques ultra-énergétiques. Et comme leur flux est extraordinairement faible, vous voyez qu'on a vu, ça c'est au-dessus de... Ça doit être au-dessus de 8, 10, 19, on a vu une vingtaine en 40 ans. Il va falloir faire quelque chose. Ce qu'on veut maintenant, pour vraiment faire de la physique avec, c'est d'en détecter jusqu'à une centaine par an. Donc vous imaginez qu'il faut mettre les moyens, si je peux dire. Ce n'est pas tellement cher, mais il faut mettre les moyens en surface et en effort humain. Alors, il y a deux expériences dont je voudrais vous parler qui vont faire ça. Là, il y en a une qui est en train d'être construite, c'est le fameux projet Pierre-Auger, donc en honneur à celui qui a découvert ces gerbes et qui était déjà complètement abasourdi de découvrir des particules à 10 puissance 15 électronvolts, qui nous paraît maintenant tout à fait ridicule. Alors,
ce projet, qui est déjà en construction en Argentine, il va couvrir 2 fois, parce qu'il y aura un site au sud en Argentine, puis un site dans l'hémisphère nord pour couvrir le ciel dans sa totalité. 2 fois 3000 km². Bon, ça fait 50 km x 60, hein, 3000. Bon, voilà, quoi. Et puis alors un truc encore plus fou, et je reviendrai à la fin, 150 000 km² pour l'expérience ESO, qui correspond à un 3400e de la surface de la Terre. C'est-à-dire que ça commence à être comparable. Enfin, bon, il y a encore un peu de marge, mais enfin, c'est des détecteurs qui sont plus que gros. Enfin, c'est absolument énorme. Et je suis sûr que vous vous demandez comment on fait pour couvrir cette surface avec des détecteurs. Alors, je vous laisse le suspense un petit moment. Je vais d'abord vous parler de l'observatoire Pierre-Auger. Bienvenue donc à l'observatoire Pierre-Auger, sur la Pampa argentine, 3000 km², donc au pied des Andes, hein, parce que c'est bien d'être en hauteur, parce que comme ça on voit la gerbe quand même d'un peu plus près, parce qu'après dans les basses couches d'atmosphère, les particules perdent trop d'énergie dans l'air et finissent par s'épuiser. Donc il faut quand même monter un peu, ça c'est à 1500 mètres d'altitude, c'est parfait. L'idée, c'est qu'il faut de l'espace, parce qu'on va couvrir 3000 km², il ne faut pas être embêté par... D'accord ? Il faut de l'altitude, je vous le disais. Il faut du calme, c'est toujours agréable. Il y a juste quelques chevaux, quelques vaches, ça, c'est pas méchant. Et puis, il faut beaucoup d'obscurité, parce que l'observatoire Pierre-Auger a une caractéristique, c'est qu'il va observer ces rayons cosmiques ultra-énergétiques des 2 façons dont je vous ai parlé, différentes, mais en même temps. C'est-à-dire qu'il va y avoir à la fois des yeux de mouche qui vont regarder la fluorescence induite par la gerbe dans l'air, et puis un réseau de détecteurs au sol qui vont regarder les traces des particules qui tombent comme ça au sol. Et ce qui est important, c'est que jusqu'à ce projet, il n'y avait que des expériences qui utilisaient une technique ou l'autre, mais jamais les 2 en même temps. Et il se trouve que ces 2 techniques ne sont pas tout à fait d'accord sur ce qu'elles voient. Alors, peut-être que donc on se trompe un peu quand même dans la façon dont on détecte les choses. Et c'est très important de faire un détecteur qui utilise les 2 techniques sur la même gerbe. Comme ça, on verra bien qui a raison, qui a tort, ou bien on arrivera à converger et bien mieux maîtriser la mesure de ces particules-là. Voilà. Alors, ce qu'on fait donc, c'est que sur la Pampa, on installe un réseau de cuves. Alors, l'installation se terminera en principe fin 2004, peut-être début 2005, mais enfin pas après. Elle a déjà commencé. On a déjà une centaine de cuves comme ça installées sur la Pampa. Donc ces détecteurs, alors je vais faire un gros plan sur ces détecteurs. En fait, c'est simplement une cuve de plastique. Dedans, on met de l'eau, quoi, voilà. Un peu propre quand même, parce que ça va rester enfermé 20 ans là-dedans, parce qu'on veut que ça fonctionne 20 ans. Donc il ne faut pas que les germes se développent, mais enfin c'est de l'eau banale. Et puis quand les particules de la gerbe passent à travers l'eau, comme ça fait un rayonnement Cherenkov, parce que les particules vont plus vite que la vitesse de la lumière dans l'eau. Non pas que la vitesse de la lumière dans le vide, mais que la vitesse dans l'eau. Ça fait une espèce d'onde de choc lumineuse, si vous voulez, ça émet de la lumière. La lumière se réfléchit ici sur les bords internes de la cuve et va arriver sur ces petits détecteurs qu'on appelle des photomultiplicateurs, des équipements très standards. Et donc on va détecter, quand les particules passent, on voit un flash de lumière, on dit tiens, il y a quelque chose qui est passé. À ce moment-là, il y a ici une antenne. Évidemment, là, il n'est pas question de tirer des câbles comme ZCPIN sur 3000 km². Alors on fait tout par communication d'un micro-ondes. Hein. Alors, quand on voit un flash parce que des particules sont passées, on prévient la station centrale et on demande à la station centrale est-ce que les cuves d'à côté ont dit qu'elles avaient vu aussi quelque chose. Si elles n'ont rien vu, bon, il y a une petite gerbe qui est passée. Nous, on veut les grosses gerbes. Alors, quand la station centrale dit « Ah bah oui, il y a justement la voisine là, et puis l'autre aussi, ils ont vu quelque chose », alors là, on se dit « Oh là là, c'est un événement majeur ». Alors, il faut savoir que les cuves ici sont espacées de 1,5 km. C'est-à-dire que la prochaine, elle est peut-être par là, mais vous ne la voyez pas. 1,5 km, donc encore une fois, c'est la porte d'Orléans, d'accord ? Il faut imaginer donc qu'on va voir des gerbes qui arrivent du ciel, hein, qui se développent dans l'atmosphère et qui vont toucher 5, 6, on a déjà vu des gerbes avec le petit détecteur qu'on a pour le moment sur la centaine de cuves, on a déjà vu des gerbes qui ont touché 20 cuves. Vous imaginez la surface que ça représente, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire qui vient comme ça pleuvoir du ciel sur notre détecteur. Voilà. Alors, et ça, donc, c'est le détecteur à fluorescence, ça consiste en un bâtiment comme ça, où vous voyez des fenêtres, il y a 6 baies, alors évidemment, ça s'ouvre. On ne l'ouvre pas pendant la journée parce que ça grillerait les détecteurs, mais la nuit, par nuit noire, quand il n'y a pas de lune, on l'ouvre et on collecte. Voilà, ça, c'est vu du dessus.
Voilà, on ouvre une baie ici, puis la lumière rentre, elle se réfléchit sur ces miroirs, se concentre ici, comme les yeux de mouche que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc, on voit passer la gerbe comme ça, en regardant la lumière de fluorescence émise. Voilà. Alors, j'en viens maintenant à ESO, le véritable défi. Je vous ai dit qu'on voulait aller jusqu'à 150 km². Alors, voici le détecteur Pierre-Auger, à peu près à l'échelle. Voilà ce qu'on va couvrir avec Pierre-Auger. C'est quand même assez extraordinaire. Ici, en Argentine, au pied des Andes, de l'autre côté du Chili. Alors, ce qu'on veut faire maintenant, donc, c'est couvrir 150 000 km². Comment on va faire? On ne va pas pouvoir déposer comme ça des cuves sur un 3 millième de la surface de la Terre. C'est vraiment plus possible, quoi. Alors, la réponse, elle parle d'elle-même ici. C'est que la seule façon de couvrir bien la Terre, c'est de la regarder par au-dessus. Et ESO, voilà ce que c'est. C'est un projet qui sera monté sur la Station spatiale internationale. Vous avez ici, donc, là, ça c'est le bras qui existe déjà. Ça c'est le module Columbus qui appartiendra à l'Europe, qui va être branché en 2005, je crois, enfin 2004. Et ici va s'arrimer l'expérience ESO. Alors c'est un détecteur à fluorescence. L'idée c'est que ces gerbes, elles font de la fluorescence, mais on a l'habitude de les voir d'en bas, mais si on était au-dessus, on les verra aussi, parce que la lumière fluorescente, elle est émise partout. Si vous avez un détecteur suffisamment puissant, vous vous mettez au-dessus de la Terre, et alors là, vous voyez évidemment une surface colossale, vraiment colossale. Donc voilà, ça regarde vers le bas. Ici, il y a simplement un miroir qui va aussi collecter la lumière. Alors, il faudra que ça marche que quand il n'y a pas de lune, quand on n'est pas au-dessus d'une ville, il ne faut pas de lumière parasite, vous imaginez bien, mais ça marchera quand même un certain nombre, pendant à peu près 14% du temps, on pense, parce que la plupart du temps, on est sur l'océan, il n'y a rien, c'est tranquille. Voilà, donc on regarde ce qui se passe en dessous. Le principe est donc extrêmement simple. Alors, quand même, vous noterez que c'est de l'astronomie en regardant le sol, c'est quand même assez remarquable. Donc voilà, le rayon cosmique arrive, il pénètre dans l'atmosphère, il produit la gerbe, la fluorescence, et puis on le regarde. Alors, la Station spatiale internationale étant à 400 km du sol, et puis étant donné que le champ de vue est de 30 degrés, il suffit de calculer, vous voyez que le rayon qu'on voit au sol, c'est 230 km. Vous faites pi R2, ça vous donne la surface, 150 000 km². Voilà. Voilà le principe de cet instrument du futur qui verra le jour donc en 2008. Enfin, on l'espère. C'est cette année qu'on saura s'il est accepté finalement. Là, il est à l'étude. On espère bien sûr qu'il le sera, parce que ce sera tout à fait fabuleux. Ceci dit, ce n'est pas facile. Vous imaginez bien, parce que ce qu'on veut, ce n'est pas juste voir quelque chose. On veut déduire l'énergie de la particule. Alors, il faut tenir compte de l'absorption de la lumière, de la diffusion dans l'atmosphère. Enfin, ce n'est pas gagné, hein, mais vous imaginez que c'est un projet tout à fait fascinant. Et là, on en verra des centaines par an de ces particules impossibles. Alors, soit elles sont là, et il va falloir qu'elles nous disent de quel bois elles chauffent, soit... on sait déjà qu'il y en a quelques-unes. S'il n'y en a pas, que vous dire? S'il n'y en a pas, ça veut dire que Zatsepin, Grayson et Kouzmin avaient raison. C'est formidable, ce sera sans doute un prix Nobel. De toute façon. Alors, pendant ce temps-là, que font les théoriciens? J'aborde donc la toute dernière partie de l'exposé. Rassurez-vous, j'en ai plus pour très longtemps. Pendant ce temps-là, alors déjà, ils attendent, parce que pour l'instant, avec 5, 6, 10 événements, on peut faire toutes les conjectures qu'on veut, mais enfin, le mieux, c'est d'attendre quelques années. On sait qu'on va avoir des données, et on sait, parce qu'on sait très bien que ces observatoires vont nous fournir les données. Il suffit d'avoir plus de statistiques. Une fois qu'on en aura vu 500, des particules comme ça, voilà, on pourra tracer le spectre précisément, déduire si c'est du proton, du fer, etc., ou tout à fait autre chose, des photons, voilà. Pour l'instant, on ne sait même pas ce que c'est, hein. Aucune idée, hein. Sans parler de comment elles sont accélérées jusqu'à ces énergies-là. Et c'est justement ça qui intéresse les théoriciens. Alors, donc, ils attendent d'avoir plus de données, mais entre-temps, quand même, ils réfléchissent et ils émettent des conjectures. Alors, un théoricien n'est jamais à court d'idées. Ça, c'est un principe fondamental. Donc, il y a eu quantité de modèles qui ont été mis au point pour expliquer d'où ça vient, pourquoi, comment c'est accéléré. Mais le problème, c'est qu'il y a trop de modèles. On a une quinzaine de modèles. Ça prouve bien qu'il n'y en a aucun qui est vraiment convaincant. Sinon, il n'y aurait plus qu'un modèle. Les autres seraient d'accord. Et puis, je dis ils salivent. Oui, alors ils salivent parce qu'ils savent que quoi qu'il arrive, ça va être des découvertes vraiment fantastiques. Et on est tous très anxieux de savoir ce que nous réserve la nature avec ces rayons cosmiques ultra-énergétiques. Alors, je ne vais pas vous faire une liste de tous les modèles qui ont existé. Je vous donne juste 2 exemples à titre illustratif parce que c'est quand même intéressant. Puis ça illustre le vrai problème des rayons cosmiques ultra-énergétiques. Alors ça, c'est un des modèles qui a été proposé, qui est que les particules soient accélérées
dans les points chauds ici, que vous voyez au bout des jets extragalactiques produits par une galaxie centrale ici, que vous ne voyez même pas, qui est toute petite. Ça, c'est une échelle absolument colossale. Au centre, là, vous avez une galaxie, et au centre de la galaxie, vous avez un trou noir monstrueux de 10 milliards de masses solaires, un trou noir, qui accrète de la matière et qui émet des jets ultra-relativistes. Ça va quasiment à la vitesse de la lumière. Et ces jets dans le milieu intergalactique, qui est quasiment vide, mais quand même, au bout de la distance, d'une grande distance, ils finissent par s'épuiser sur le peu de matière qu'il y a là, et ils produisent des grandes ondes de choc, comme ça ici, qui sont des ondes de choc énormes. Et on sait que les ondes de choc accélèrent les particules, parce qu'on le voit ça dans les restes de supernova, où il y a des ondes de choc, et on voit les particules accélérer. Simplement, dans un reste de supernova, les particules ne vont pas jusqu'à très très haute énergie, parce que le choc n'est pas très très grand. Là, c'est tellement grand qu'on se dit que peut-être ça va aller jusqu'à assez haute énergie. Mais même avec des objets comme ça, qui sont des objets fous, on arrive en fait tout juste à 10 puissance 20 électronvolts, et on n'arrive pas jusqu'à 3, 10 puissance 20, et encore moins 10 puissance 21, comme on aimerait peut-être en découvrir. Donc, même avec des objets comme ça, on a du mal. Par ailleurs, et c'est ça que je voulais vous dire, oui, c'est que des objets comme ça, donc il y en a. L'avantage, c'est qu'il y en a un peu partout, dans toutes les directions où vous regardez, il y en a, parce que l'univers est vaste. Et une chose qui est embêtante avec les rayons cosmiques ultra-énergétiques, c'est que, alors que je vous ai dit tout à l'heure qu'ils se propageaient en ligne droite, parce que rien ne peut les dévier tellement ils sont énergétiques, eh bien, ils ont l'air de venir de toutes les directions. Or, comme ils se propagent en ligne droite, normalement, quand on en voit un arriver de par là, on se dit, il n'y a qu'à regarder là, puis on verra quelle est la source. Simplement, quand on fait ça, on ne voit rien. Il n'y a rien, il n'y a pas de source. Alors, et en plus, donc, ils viennent de partout, c'est-à-dire, alors que l'univers, lui, n'est pas du tout homogène, comme ça, l'univers proche, il y a une galaxie là, une là, mais là, il n'y en a pas, par exemple, sauf si on va bien, bien loin. Alors, donc ça, ces objets-là, qui remplissent, enfin, il y en a dans tout l'univers, donc ils pourraient expliquer le fait que les rayons cosmiques ont l'air de venir de partout. Simplement, ces objets sont très loin. Or, je vous ai expliqué que précisément, à ces énergies-là, les rayons cosmiques ne peuvent pas aller bien loin. Donc ça ne va pas. C'est bien isotrope, la distribution, mais ce n'est pas local. Ils sont trop loin, ces objets-là. Problème. Autre chose, autre idée, les sursauts gamma. Alors vous avez sans doute déjà entendu parler des sursauts gamma. Ça, c'est des choses qui ont été découvertes par les satellites espions russes et américains dans les années 60, qui sont des bouffées de rayons gamma, comme ça, très énergétiques. Bon, il n'y a pas de photo parce que ça dure une seconde, c'est des rayons gamma, donc voilà, ça c'est des courbes de lumière, ça ne parle pas beaucoup, mais ce qui est intéressant, c'est que la luminosité de ces objets-là, c'est 10 puissance 19 fois la luminosité solaire, c'est-à-dire 100 000 millions de milliards de fois la luminosité solaire. C'est-à-dire qu'en une seconde, parce que ça ne dure qu'une seconde, ça émet toute l'énergie que le Soleil émettra en 300 milliards d'années. Le Soleil ne vivra jamais 300 milliards d'années. D'accord. Ça, c'est 30 fois plus que l'âge de l'univers. Mais n'empêche que voilà, l'énergie que le Soleil rayonnerait en 300 milliards d'années est émise par ces objets-là en une seconde. C'est fou, c'est colossal. Alors évidemment, vous imaginez qu'il y a peut-être là de l'énergie, dans cette énergie, de quoi accélérer les particules jusqu'à des énergies folles. Et il y a effectivement des modèles qui ont été proposés pour accélérer les particules ultra-énergétiques dans les rayons, dans les gamma ray bursts, les sursauts gamma. Mais bizarrement, là aussi, on arrive jusqu'à 10 puissance 20 électronvolts en tirant un petit peu les paramètres, mais au-delà, ça paraît très très difficile. C'est-à-dire que même avec des objets fous du monde astrophysique, on n'arrive pas à accélérer les particules aux énergies qu'il faut. Voilà. Alors, autre problème, c'est sursauts gamma. Non, pardon, je vous ai dit une bêtise tout à l'heure. Excusez-moi. Bon, c'est pas grave. Ça n'a pas d'incidence, donc je passe. Alors, je vous ai dit en réalité que ces objets-là étaient très loin. En réalité, ce n'est pas vrai. Il y en a près. Donc ça, c'est une bonne chose. Il y en a près, mais il y en a à ce moment-là qu'un là et un là, et pas partout. Si on veut que les rayons cosmiques viennent de partout, alors il faut chercher des objets comme ça beaucoup plus loin, et là, les particules ne peuvent pas venir. Voilà, c'est ça. Excusez-moi. Donc, alors, face à cette impossibilité astrophysique sur laquelle on semble buter, des gens se sont mis à penser que peut-être il y avait de la nouvelle physique derrière. Peut-être que la coupure GZK en question
qui est liée à l'interaction des particules sur les photons, eh ben, il y a une erreur quelque part dans le raisonnement. Pourtant, c'est de la physique qui est très très simple. L'interaction photon-particule, c'est connu depuis 50 ans, c'est vérifié tous les jours en accélérateur. Donc, ce n'est pas vraiment là qu'il faut chercher. En revanche, les gens se sont dit que peut-être, la symétrie de Lorentz, je vous dis juste en un mot ce que c'est, ne fonctionnerait pas à très haute énergie. L'idée, c'est que, je vous ai dit, le photon du rayonnement fossile, lui, il a très très peu d'énergie. Ce n'est que quand on se rue sur lui à une vitesse folle qu'il acquiert une énergie importante pour nous et qu'il peut produire des effets. Mais peut-être que la conversion de l'énergie du photon dans le référentiel du proton ne se fait pas comme on le croit, comme elle est prédite par toute la physique, y compris la relativité. Et peut-être qu'au bout d'un moment, quand on se rue encore plus vite sur le photon, il n'est pas tellement plus énergétique que ça. C'est-à-dire que la transformation d'un référentiel à l'autre ne se fait pas comme on croit. Mais ça, c'est le fondement même de toute la physique actuelle. Donc si ça, c'est violé, vraiment, c'est important. D'autres gens proposent qu'il y a peut-être des dimensions supplémentaires qui feraient que les particules à une certaine énergie, commencent en quelque sorte à passer dans d'autres dimensions et donc ne voient pas les photons et donc peuvent comme ça éviter d'interagir avec eux et donc se propager sur des distances plus grandes. À ce moment-là, on pourrait s'imaginer que les sources sont plus lointaines que ce qu'on croit et alors là, du coup, si on va plus loin, il y a plus d'objets, donc peut-être on a une chance de les trouver. Voilà le genre de choses qu'on essaye de développer. Mais vous voyez, c'est des remises en cause très très profondes de la physique, ça. Voilà. Mais il resterait toujours le problème des sources, c'est-à-dire que même si on peut comprendre comment finalement, peut-être qu'en changeant toute la physique, les particules pourraient venir de plus loin, il faut quand même les accélérer à la source, et là, on n'a strictement aucune idée. Si, 2-3 idées, mais c'est vraiment difficile, et puis les gens se contredisent. Voilà. Alors, et je termine quasiment là, les gens ont imaginé quelque chose de totalement radical, une idée nouvelle. L'idée, c'est que, puisqu'on n'arrive pas à accélérer ces particules jusqu'aux énergies folles qu'on observe, l'idée, c'est qu'en fait, ces particules n'ont pas été accélérées du tout. Elles sont nées à très haute énergie. Parce que tous les mécanismes astrophysiques consistent à prendre une particule qui est là dans le milieu interstellaire, et puis on lui applique un traitement, des champs magnétiques, électriques, des ondes de choc, et puis on l'accélère. Voilà. Mais ces gens se sont dit, après tout, peut-être que ces particules ultra-énergétiques viennent de la désintégration de particules encore plus énergétiques. Et alors, supposez qu'il existe des particules énergétiques, mais alors, pas parce qu'elles vont vite cette fois, simplement parce qu'elles sont très massives. Ces particules, on aurait pu les hériter du Big Bang, par exemple, parce que vous savez qu'aux premiers instants de l'univers, la densité d'énergie à chaque point de l'univers était colossale, elle allait jusqu'à l'infini. Donc là, on a toute l'énergie qu'on veut. L'idée, c'est que peut-être il existe des particules qu'on ne connaît absolument pas pour le moment, mais peut-être qu'il existe des particules qui sont ultra massives, enfin extrêmement massives, qui, à l'époque où il y avait de l'énergie partout dans l'univers, au Big Bang, étaient là comme les autres, parce que ça ne coûte rien pour l'univers, l'énergie ne coûte rien aux premiers instants. Du coup, ces particules ont été produites, et puis supposons qu'elles soient métastables, et qu'elles ne se désintègrent pas immédiatement, et qu'elles aient survécu jusqu'à maintenant. Et puis maintenant, de temps en temps, il y en a une qui se désintègre, pouf. Alors quand elles se désintègrent, comme ces particules sont supermassives, elles vont produire des particules moins massives, elle va faire une cascade, exactement comme les cascades dont on a parlé, et toutes les particules de la cascade auront des énergies plus faibles que l'énergie de départ, mais ces énergies plus faibles, si l'énergie de départ est vraiment monstrueuse, peut-être que ces énergies plus faibles, elles sont encore monstrueuses, et c'est peut-être encore celles qu'on voit dans les rayons cosmiques ultra-énergétiques. Voilà, alors, ce qui est très bien avec ce modèle, c'est qu'on a à la fois des sources qui sont proches, parce que là, ces particules seraient concentrées dans le halo de notre galaxie. Ces particules, si elles sont massives, elles sont sensibles à la gravitation. Et la gravitation, il y en a plus près de notre galaxie qu'entre deux galaxies. Donc il y a plus de particules comme ça dans le halo de notre galaxie, autour de nous. Donc ces sources sont proches, il n'y a pas de problème de les faire traverser des longues distances alors qu'elles interagissent. D'accord ? Donc on n'a plus de problème de distance. Et on n'a plus non plus de problème d'isotropie parce que ces particules sont partout dans le halo. Comme nous, on est au milieu, eh bien, on en voit qu'ils se désintègrent de partout. Donc ça résout absolument tous les problèmes et c'est tout à fait fascinant. Même si, bien sûr, ces particules, on ne sait pas ce que c'est, mais peut-être on est justement en train de les découvrir. Voilà, alors, est-ce qu'on a trouvé la solution avec ça? Alors, incontestablement, les rayons cosmiques ultra-énergétiques représentent un phénomène naturel complexe. C'est le moins qu'on puisse dire.
incontestablement, les scénarios au bas que je viens de vous décrire offrent une solution à la fois simple, pour une particule, elle se désintègre, standard, la physique standard, c'est juste la particule, on ne sait pas ce que c'est, mais enfin, c'est une solution très simple. Elle est élégante, parce qu'elle résout tous les problèmes de façon vraiment banale, il n'y a plus de problème de distance, d'isotropie, tout est tout à fait naturel. Et puis elle est quand même convaincante, parce que après tout, ça s'appuie sur des phénomènes qu'on connaît par ailleurs en physique, à plus basse énergie, mais vu qu'on n'est jamais allé à ces énergies-là dans les accélérateurs, voilà, il suffit de supposer que ce sont des choses qui se produisent à plus haute énergie. Restera à savoir quelles sont ces particules, comment elles ont été produites dans le Big Bang, mais enfin, comme il y a l'énergie, on peut se dire. Bon voilà, incontestablement, on a là une solution simple, élégante et convaincante. Mais je vous rappelle quand même cette phrase très malicieuse, prononcée par Tommy Gold, grand astrophysicien devant l'éternel, qui a dit un jour « Pour chaque phénomène physique naturel complexe, il existe une solution simple, élégante, convaincante et fausse. » Malheureusement, il a raison. Là, j'en reste là. Là, j'en resterai là, alors. Bon, merci Étienne. Pardon d'avoir été un peu long. Donc, si vous voulez poser quelques questions, ce que l'on va faire, c'est je vais donc passer parmi vous avec le micro et vous parlez bien dans le micro pour que ça soit bien enregistré. Merci. Bon, je voudrais d'abord faire une remarque et puis deux questions. Si j'en crois ce que vous nous avez raconté, je crois qu'on peut, par anticipation, vous féliciter pour votre futur prix Nobel. Ah non. Première question, est-ce que, comme votre exposé est vraiment très structuré, très passionnant, est-ce qu'on peut en avoir quelque part une trace écrite ou avez-vous publié quelque chose qui ressemble à cet exposé? Non, mais je peux vous envoyer ce fichier, ça ne me pose pas de problème. Je vais vous donner votre adresse email. Non, je la mettrai sur un site. Et vous me donnez votre adresse. D'accord, merci. Et la question, il y a quelque chose que vous n'avez pas mentionné, peut-être ça a une influence dans les explications. Est-ce qu'il y a quelques relations avec la théorie des cordes? La théorie des cordes cosmiques, oui. La théorie des cordes supersymétriques, non. Disons, non. Peut-être que oui. La théorie des cordes est une extension du modèle standard de la physique qui est censé s'appliquer à des énergies plus importantes. Donc comme là, si jamais on a affaire à des scénarios haut ou bas, donc avec des particules qui ont une énergie colossale, il est probable, enfin il est même certain, que ces particules obéiront à la physique de haute énergie, donc en particulier si la théorie des cordes est juste, ça obéira à la théorie des cordes. Mais quand j'ai dit non, c'est parce que la théorie des cordes ne prédit rien de spécial sur ces particules. Voilà. C'est juste une autre façon de décrire la physique à haute énergie, donc ça s'appliquera à ça, mais ça ne donne pas d'indice pour dire que « ah oui, c'est ça ». Voilà. En revanche, donc, les cordes cosmiques qui sont justement un exemple de défaut topologique dont j'ai parlé, alors là, ça pourrait, quand deux cordes cosmiques, qui sont donc des défauts topologiques à l'échelle de l'univers, quand deux cordes cosmiques se croisent, alors là, il y a une libération d'énergie colossale qui a lieu, et là-dedans, on pense qu'on peut libérer assez d'énergie pour après produire une cascade d'énergie, de particules de plus basse énergie, dont certaines pourraient être des rayons cosmiques en question. Une autre question ? Oui, bonsoir. Donc tout à l'heure, vous avez invoqué donc les particules hypothétiques hypermassives pour expliquer donc la très haute énergie des rayons cosmiques. Est-ce que du coup, ça pourrait pas résoudre en même temps le problème de la masse manquante? Oui, et effectivement, beaucoup de gens travaillent en ce moment là-dessus et proposent que ces particules supermassives à l'origine des rayons cosmiques soient justement soit une composante de la matière noire, soit toute la matière noire. Et c'est pour ça que je vous ai dit que ces particules seraient concentrées dans le halo. Et effectivement, les gens cherchent à calibrer leur modèle sur la matière noire qu'on attend dans les halos, parce qu'on sait qu'elle est là, c'est là qu'on la mesure, en quelque sorte, enfin, c'est là qu'on la déduit.
Et si cette matière noire était faite de particules comme ça, héritées du Big Bang, alors on pourrait effectivement résoudre les deux problèmes en même temps. Les gens travaillent là-dessus. D'autres questions? Oui, j'ai peut-être pas bien compris, mais j'aurais voulu savoir si on n'allait pas remettre à cheval, disons, les hypothèses de Fred Hoyle sur la création continue de matière. Je ne vois pas de lien direct. C'est marrant parce que Millikan, le fameux prix Nobel qui s'était trompé là, lui voyait dans ses rayons cosmiques au départ le cri de naissance de la matière. Il pensait que c'était des rayons gamma, donc comme je l'ai dit, qui étaient produits au moment de la création de la matière. Il était très croyant, lui, donc pour lui, il n'avait aucun doute que c'était Dieu qui créait la matière, et il prononçait très souvent cette phrase God is still on work, c'est-à-dire Dieu toujours au boulot, parce que le fait qu'on voyait sans arrêt ces particules arriver, pour lui, c'était la preuve que Dieu était toujours en train de créer de la matière partout dans l'univers. Alors là, ça rejoint ce que vous dites sur la création continue évoquée par Fred Hoyle. Je ne peux pas vraiment en dire plus. Il n'y a pas eu dans la littérature scientifique de propositions concrètes montrant comment la création de matière maintenant pourrait s'accompagner de rayons cosmiques ultra-énergétiques. Mais pourquoi pas? Intéressant. Dernière question peut-être? Non? Bon, je crois qu'on va pouvoir remercier encore Étienne. Merci.